Ça n'a jamais été un secret pour vous et sur la chaîne YouTube, j'ai toujours été un énorme fan d'Aston Martin. Au fil des années, j'ai eu l'occasion d'en conduire beaucoup, mais je pense que celle qui a fait le plus de bruit littéralement sur ma chaîne YouTube, c'est la V12 Vantage boîte manuelle avec les baquets à coque carbone que je vous avais présenté il y a quelques années, une voiture qui m'avait été prêtée par Moteur Essence, et depuis ce jour, j'ai toujours été persuadé qu'un jour, il me faudrait une Aston Martin Vantage. J'ai eu l'occasion de conduire la V12 S, mais j'avais jamais eu l'occasion de conduire la V8. Et parmi toutes les générations d'Aston Martin V8 Vantage, il y en avait une par-dessus toutes les autres qui m'a toujours fait rêver et qui, j'espère, un jour rejoindra mon garage. Parce que c'est pas une annonce pour vous dire que j'en ai acheté une, hein. C'est toujours pas la mienne. Mais voilà, ça fait vraiment partie des voitures qui me font rêver. Donc aujourd'hui, je vous présente l'essai d'une des Aston Martin modernes les plus désirables à mon sens, l'Aston Martin V8 Vantage S et de quelle année ? 2014. Bienvenue sur The Glove Driver, pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochains essais et je vous invite déjà à mettre un like et un commentaire parce que dans cette voiture vous allez avoir de la classe à l'anglaise, du sport parce que c'est une S et surtout beaucoup de son parce que bon, l'échappement n'est pas 100% d'origine. Pour parler aujourd'hui de l'Aston Martin Vantage, vu que c'est quand même un produit assez particulier qui fait rêver énormément de monde mais qui fait aussi peur à beaucoup de monde, j'ai choisi d'inviter dans la vidéo Pierrick qui est le propriétaire de cette Aston Martin V8 Vantage S. Pierrick, tu es un gros passionné de la marque Aston Martin, tu as eu l'occasion d'en conduire beaucoup et beaucoup d'autres voitures aussi. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que des Aston Martin V8 Vantage, tu en as eu combien ? 5 en tout. Tu as pu faire ton choix à la perfection. Affiné au mieux, tout à fait. Quelle Aston Martin V8 Vantage tu as eu précédemment? Alors par le passé, j'ai eu une 4 litres 3 boîte méca, ce que tout le monde cherche maintenant de plus en plus. Ouais. Très bonne auto, très bonne Aston Martin pour débuter et connaître la marque. Peut-être un peu limitée par rapport à la sportivité, moi qui cherche plus de sportivité bien évidemment. Ensuite, j'ai eu une V8 Vantage S Roadster, donc ma première S. Donc là, on voit une belle évolution effectivement de la voiture, on en parlera sûrement ensemble plus en détail après. Ensuite, deux coupés, dont une boîte méca avec les baquets carbone en Vantage SP10, donc là, une rareté absolue. Ouais, une édition limitée, boîte méca en plus très rare. Donc là, il y en avait 14 quasiment, ou 17, je ne sais plus, mais c'était très rare pour le coup. Et maintenant, donc celle-ci, que j'ai un petit peu modifiée à ma sauce, effectivement. Ouais, ça, on va en parler. Mon rêve de gosse, voilà. Ouais. Et donc effectivement, bon, tu connais très bien, et une fois qu'on va s'installer au volant, on pourra justement parler un peu des questions que se posent les gens autour des Aston Martin. Déjà la comparaison entre les différents modèles, les différents moteurs, les boîtes de vitesse. La boîte de vitesse, ça va être un sujet aussi avec cette voiture parce que même si effectivement on peut se dire que, comme tu l'as cité juste avant, la SP10 baquet, boîte manuelle, ça peut être le truc ultime, et pas forcément. Au final, voilà. Au final, voilà. Une boîte Sportshift 2. Exactement. Voilà. Donc cette Aston Martin, c'est une V8 Vantage S de 2014 que tu as depuis combien de temps? Ça va faire 2 ans. Tu l'avais acheté à Dubaï et à l'origine, elle n'avait pas du tout cette configuration-là. Enfin, du moins, pas exactement. On était effectivement sur une blanche, tout simplement. Je n'ai plus le nom de la couleur en tête d'ailleurs, malheureusement. Mais c'est vrai que je voulais absolument l'intérieur rouge. C'était un rêve de gosse. En fait, j'avais vu la présentation de la DBS à l'époque en boîte mécanique avec ce Lightning Silver et l'intérieur rouge. Je lui ai dit, il me faut la même chose sur une Vantage S. Après 7 ans de recherche, on n'en trouve pas, on la fabrique. Voilà. Et on en arrive à ça. C'est ça l'idée de ce beau projet en fait, et les modifications pour la rendre pile comme moi j'aime. Exactement, donc une voiture complètement personnalisée, donc effectivement elle est blanche et maintenant elle est Lightning Silver et une couleur qui change énormément. 3 voitures en une. Ouais, sur l'éclairage, sur la météo, elle est soit bleue, soit jaune, soit grise. Moi qui ne suis pas très gris, j'avoue que cette couleur-là, elle me séduit, puis c'est de la nacre. Ouais, c'est ça, c'est très nacré. Voilà. Donc on est d'accord que la voiture tu l'as fait repeindre exactement. Tout à fait, intégralement. Et le gros avantage d'une Aston Martin, c'est comme on est sur une caisse alu, donc de l'alu collé. Quand on enlève les panneaux, on est sur de l'alu brut. Donc on n'a pas besoin de démonter planche de bord, intérieur pour faire un changement de teinte, parce que c'est juste des panneaux rajoutés sur une caisse alu. Donc forcément, du prix et de la main d'œuvre en moins, et puis un vrai changement de teinte facilement, quoi. Ouais. Donc ça c'est top. Clairement. Alors la V8S, justement, c'est pour moi la version la plus désirable de l'Aston Martin V8 Vantage, qui est, on va en reparler, mais une base extraordinaire de voiture de sport, parce que déjà une voiture très équilibrée, avec le moteur à l'avant,
propulsion, la boîte à l'arrière. Ouais, transaxle, tout à fait. Donc une répartition des masses 51 à l'arrière, 49 à l'avant. Donc. Alors c'est à partir de 2012 avec la Vantage S qu'on a l'apparition des gros freins avec beaucoup de guillemets. On est passé de 4 pistons à 6 pistons, des plus gros disques. Ils étaient sur bol, d'ailleurs sur les premières Vantage S. Celle-ci c'est une deuxième génération 2014, donc on a déjà plus les bols, mais c'est encore suspendu. On est passé aussi sur une crémaillère de direction revue, plus directe, plus incisive. C'est les principales modifications d'ailleurs. Un échappement, bien sûr sport, beaucoup revu. Et on est passé aussi en amortissement Bilstein. Donc que ce soit l'option normale ou l'option sport, qui existe aussi en plus de la version S, on a vraiment une voiture qui est beaucoup plus contenue, barre anti-roulis un peu revue aussi, donc beaucoup mieux suspendue et beaucoup plus rigoureuse. Ouais. Parce que c'est vrai que les premières Vantage 4 litres, on en parlera ensemble je pense, dans la voiture, on est sur une GT. Voilà. Une vraie on va pas GT. s'attaquer un col avec la même sérénité qu'avec la S. C'est ça. Et aussi quelque chose qui est vachement important, et là tant qu'on est à l'extérieur c'est ce cas, il y a quand même un kit spécifique esthétique sur la S qui comprend notamment la petite lame à l'avant. Alors toi en l'occurrence tu as toutes les options en carbone sur la voiture. C'est de série sur la S. Les belles jantes et surtout le kit large qui est le même que sur la V12. Alors les bas de caisse effectivement, voilà. Ouais, on a le bas de caisse effectivement et le petit spoiler à l'arrière, la queue de canard entre guillemets, qui est magnifique. qui finit complètement la ligne sur cette voiture. Ça ramène ce léger côté agressif à une voiture qui est de base très très élégante, que j'adore personnellement. Et forcément, alors ce qui est aussi très particulier sur la tienne, tu m'as parlé effectivement de ta volonté de la couleur, mais c'est l'intérieur. Et l'intérieur il est très très particulier sur ta voiture. Incroyable. Parce que tu as mis, de base tu as acheté une voiture avec un intérieur rouge, mais surtout tu as fait poser les baquets après avoir acheté la voiture pour remplacer les sièges. Tout à fait. Et ça fait une différence énorme. Je me souviens lorsque j'avais essayé la V12 Vantage avec les baquets, ils sont exceptionnels ces sièges. Monde. On a une position de conduite qui est quasi parfaite. Ils sont étonnamment plus confortables que les sièges confort. Beaucoup plus. C'était une option qui coûtait cher, mais ceux qui ne l'ont pas pris, je pense, ont fait une erreur. Et le remettre dedans, on retrouve en fait un feeling de conduite bien plus accru, qui est pour moi exceptionnel, parce que la voiture le mérite. Donc, complètement. Tu roules avec différentes voitures de sport, des voitures beaucoup plus extrêmes notamment. On aura l'occasion d'en voir une dans une prochaine vidéo. Mais ça faut rester connecté pour ça. Qu'est-ce que ça représente pour toi la conduite en Aston Martin? Qu'est-ce que ça représente le fait de posséder une Aston Martin comme ça? Il y a deux choses. Il y a une aura autour de la marque qui est extraordinaire. C'est vraiment le sport chic, l'élégance. Il y a un côté James Bond bien évidemment que les gens apprécient. On peut pas l'enlever. On n'est pas dans l'ostentatoire. Donc les gens apprécient, ils font des pouces. On en a eu tout à l'heure ensemble quand on roulait. C'est vrai qu'on n'a pas ce côté m'as-tu vu. C'est de l'élégance. Il y a une aura aussi autour de l'image, parce que c'est vrai que c'est de l'anglaise, flegmatique dans la conduite, mais aussi dans le style, c'est atemporel. Bien sûr. Donc il y a un lifestyle autour de la marque qui pour moi est unique, qu'on ne retrouve pas chez d'autres marques, on ne va pas les citer bien évidemment, mais on est tous les deux passionnés, on aime bien essayer toutes les voitures. J'ai retrouvé ça que chez Aston. La position de conduite, l'implication au volant, tout est vraiment cohérent par rapport à ce que la marque représente.
dévoile la partie au volant de la V8 Vantage Ace. Bon, comme vous avez pu l'entendre, l'échappement n'est pas complètement d'origine. Qu'est-ce que tu as mis comme système, Pierrick? Alors, simplement un cross-pipe, donc une jointure des 2 catalyseurs normalement secondaires qui sont retirés et qui se rejoignent donc au centre de la voiture. Tout le reste est d'origine. Ok, d'accord. Bon, effectivement, ça sonne... Alors c'est amusant parce que d'origine, la V8 Vantage, ça sonne un peu feutré mais très très rauque. Alors que là, c'est un peu plus chantant. C'est ça. Il y a un côté très libéré, voiture de course. Beaucoup plus lyrique et pour autant très sportif. Ouais. Et c'est vrai que je trouve que ça correspond plus à l'image et la silhouette de la voiture. Ah, je suis complètement d'accord. C'était un setup dur à trouver mais excellent. Excellent. Bah ouais, alors c'est justement intéressant que tu dises ça parce qu'effectivement, comme on l'a dit, des V8 Vantage, on a eu un paquet. Forcément, tu as commencé par des 4 litres 3. Tout à fait. Pourquoi est-ce que tu aimes autant cette voiture? Alors déjà à la base, moi je voulais une DBS. J'avais failli acheter une c'est vrai. DBS. Il faut expliquer quand même l'histoire qui est intéressante. Et après avoir essayé la DBS, j'ai trouvé la voiture très typée GT et pas assez dynamique, on va dire, par rapport à mes attentes à moi. On est bien d'accord, c'est personnel. Et au final, je me suis rabattu sur une Vantage et je voulais la boîte méca. Donc 4 litres 3 dans un premier temps. Je ne comprenais pas l'intérêt de mettre une surprime, on va dire, sur le 4 litres 7. Ouais. Mais ça, on va y revenir. Et j'ai pris beaucoup de plaisir avec une 4 litres 3 boîte mécanique que j'ai achetée dans le nord de la France. Et aucune panne, zéro problème. Une voiture incroyablement robuste. Un son un peu différent sur le 4 litres 3. Naturellement, le moteur a un gros bruit d'admission que n'a pas le 4 litres 7. Ok. Mais qui est vraiment très 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 sympa. Effectivement, ambiance NASCAR, beaucoup moins de couple, beaucoup moins de puissance. Ouais. Et comme on a dit tout à l'heure, les châssis un peu différents aussi, qui font que la voiture est un peu moins sportive. Et ensuite, rapidement, bon, t'es passé à 4 litres 7. 4 litres 7S, directement sur une S. Ouais. Je trouvais que mettre 10-15 000 euros de plus pour une 4 litres 7 de base, avec les mêmes boîtes, avec les mêmes trains roulants, n'avait pas d'intérêt. Donc j'ai pris une 4 litres 7 Roadster en S. Ok. Très belle auto, configuration similaire d'ailleurs, un Lightning Silver, mais à l'intérieur Chancellor. Donc c'était un peu différent. Voilà. Et sur ces voitures-là, tu avais un châssis sport. Tu m'avais dit. Châssis sport de série sur le Roadster, donc suspension un peu plus ferme. Mais on va dire que c'est plus une voiture de balade, Ouais. sans dire il n'y a pas l'ambiance coupée, parce que là on est dans un cocon, Ouais, des barres c'est anti-roulis clair. derrière, enfin des barres de renforcement. Et au final, j'ai manqué un petit peu de ressenti tactile sur la route parce que la voiture est naturellement un peu plus flexible. Voilà. Forcément. C'est un Roadster. Avec peut-être ce que tu m'avais dit, un châssis en plus. Donc, bien sûr, la S, on l'a dit tout à l'heure, d'origine, tu as les Build Style. Là, tu avais en plus le châssis sport, Ouais, bien ouais. que les gens fassent la différence. Tout à fait. Et je pense que peut-être qu'ils ont gardé ça pour compenser un peu justement la flexibilité de la voiture. La torsion naturelle Ouais. effectivement du cabriolet forcément. Mais l'auto reste lourde, hein, il faut pas s'attendre à un miracle. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, en termes de cruise, c'était génial pour se balader avec le son dans les oreilles, formidable. Mais quand on cherche un peu plus de précision, comme je suis un peu maniaque, non, ça allait pas. Pour moi en tout cas. Ok, d'accord. Et après, tu as eu la SP10. SP10 boîte méca bac et carbone, donc rareté absolue, le Saint Graal pour tous ceux qui veulent une V8 Vantage en vérité. Très très bonne auto, châssis sport, donc très très rigide, très fun. En revanche, boîte mécanique 6 rapports, donc un peu plus longue que la boîte 7 qu'on a aujourd'hui. Et bien évidemment aussi une voiture qui est un peu moins dynamique au niveau du moteur parce que la boîte l'étouffe un peu. Voilà, c'est ce que tu me disais. Et justement, c'est ce qui va nous amener à... Oh là là, les commentaires, mais pourquoi est-ce qu'il a pris une V8 aussi belle et il n'a pas une boîte méca? C'est ça. On en parlait, il vaut mieux, et ça je le dis et je l'ai déjà dit, il vaut mieux une boîte automatique ou enfin bref, semi-automatique ou ce que vous voulez, en tout cas pas manuel, pas dingue, qu'une mauvaise boîte méca. C'est ça. Alors on va pas non plus crier sur les Aston Martin avec leur boîte méca. Non. C'est une boîte qui est verrouillée, solide, mais un peu flegmatique, comme la voiture l'est déjà. Et la boîte 7 rapporte du dynamisme parce qu'elle est plus courte, rapport rapproché. Bien sûr, il faut privilégier la Sportshift 2, hein, comme sur les Vantage, c'est que la Sportshift 2, donc 7 rapports, parce que les premières étaient un peu plus lentes quand même, hein, il faut pas le nier. Donc Vantage, boîte Sportshift 2 qui apporte vraiment un dynamisme qui manquait peut-être un petit peu à la boîte méca. Voilà. Okay. Ah, donc c'est intéressant, et puis effectivement, j'ai déjà essayé des voitures en boîte manuelle où je me suis dit, ah tiens, est-ce que tu vois, ce niveau d'engagement correspond vraiment au pédigré de la voiture? Et effectivement, je pense que les Aston Martin, ça fait pas forcément partie de ces voitures qui ont besoin d'être en boîte manuelle. C'est ça. Alors moi je suis un ayatollah de la boîte méca. Mais moi aussi, bien sûr. J'ai eu des voitures boîte mécanique, avec V10 boîte méca, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'étonnamment, je suis revenu donc sur une boîte Sportshift qui correspond peut-être mieux à l'usage de la voiture. Ouais. Le bon compromis, voilà, pas besoin de lever le pied, débrayer, est très lent à faire un talon point qui est assez lent à faire au final, parce que le moteur n'est pas une S2000, c'est un moteur qui est un peu lent à réagir. Donc au final, je me retrouve mieux avec la Sportshift 2 bien sûr, ou la 3 qui est encore meilleure. Et la 3 qui est vachement bien. Alors par exemple,
pour expliquer aussi un petit peu aux gens qui doivent se dire mais je comprends pas pourquoi ils disent qu'une boîte méca c'est pas bien, dans des voitures sportives, et moi j'avais eu ce cas là avec la Gallardo boîte manuelle que j'avais essayé encore chez Moteur Essence. Je m'attendais à un truc de dingue parce que je me suis dit attends c'est incroyable, tu peux manier la boîte manuelle, tu peux manier le V10 avec la boîte méca, mais au final je m'étais retrouvé un peu en reste sur mon expérience parce que c'était très mal guidé, il fallait faire clac, 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 il fallait vraiment faire, tout était en 3 ou 4 mouvements et c'était assez énervant parce que tu pouvais pas conduire la voiture un peu vite, tu étais toujours obligé, même en conduisant fort, de décomposer complètement, tu pouvais pas passer de rapport vite et la boîte était pas très précise. Même constat sur l'Aston Martin V8 Vantage avec les moteurs biturbo en version AMR, avec la boîte 7, ils avaient eu une super idée de vouloir remettre effectivement la boîte 7, mais sauf que la boîte c'est une horreur. En fait le guidage n'est pas naturel sur la boîte 7, on a une première en bas à gauche, c'est une dogleg, mais le 2-3, qui est le rapport le plus souvent utilisé en montagne, n'est pas naturel, c'est-à-dire c'est pas dans le spring rate, c'est-à-dire c'est pas dans la partie centrale neutre du levier de vitesse, donc on cherche toujours la 2 ou la 3, parce qu'il faut décaler un peu le levier. C'est vrai que ça a gâché un petit peu le produit qui est extraordinaire malgré tout, bien sûr, alors que l'idée était de faire un collector absolu, quoi. C'est ça. D'ailleurs sur la Valour, donc la nouvelle V12 un peu exclusive, mécanique, on est sur une boîte 6, et on une boîte 7 manuelle. D'accord, ok. Bon effectivement là on pinaille, on parle de détails, mais comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, l'automobile c'est des nuances. Et l'avantage là avec Pierrick, c'est qu'il a quand même une grosse expérience des V8 Vantage et que avec toutes ces nuances, il a réussi à faire sa voiture parfaite. Oui, celle qui me correspond en tout cas. Voilà. Et oui, bien sûr, effectivement, qui est parfaite pour lui. Mais on a des goûts quand même assez similaires et j'avoue que si elle peut être parfaite pour moi aussi, ça me va. Pour parler un petit peu de cette voiture, déjà on en a parlé, mais la configuration, moi je la trouve exceptionnelle. Cet intérieur rouge, je le dis souvent, prenez des intérieurs de couleur. Prenez des intérieurs de couleur qui viennent augmenter encore l'exotisme de l'expérience de conduite. Si c'était un intérieur tout noir, ça aurait pas la même saveur. Là, j'ai vraiment l'impression d'être dans une voiture qui est très exclusive, avec en plus tous les détails spécifiques des Aston Martin, cet alliage de noir, de laqué, de chrome, les surpiqûres blanches, le toit blanc avec les surpiqûres rouges qui vient du coup contraster de manière assez sympa justement le rouge noir blanc, et là on a blanc et rouge au plafond, c'est sympa. Les aiguilles, les contours inversés qui sont travaillés comme si c'était de l'horlogerie. J'adore, je trouve ça somptueux. Les baquets à coque carbone qui... Énorme plus. Ah là là, ça n'a rien à voir avec les baquets d'origine, enfin avec les sièges d'origine. Déjà ils sont magnifiques. Déjà ils sont superbes, ce qui est quand même bien. On est très bien assis dedans, ils sont réglables, ils permettent de s'asseoir beaucoup plus profondément que les sièges normaux. Et les sièges normaux, alors il en existait avec la bande centrale en Alcantara, mais j'ai toujours trouvé qu'ils maintenaient pas très bien, ils sont pas si confortables que ça. Et donc là en fait on a tout, voilà. On a tout et c'est quand même mieux. Bon, immédiatement, moi ce que je retrouve dans l'univers Aston Martin et ce que j'adore dans la Vantage, c'est la position de conduite. Parce que j'ai les fesses bien basses, je suis bien écrasé dans la voiture, la ceinture de caisse est très haute, je me sens bien enveloppé. Je retrouve cette architecture que j'adore, moteur avant, boîte à l'arrière. On est assez assis sur le train arrière, donc j'aime beaucoup ce genre de voitures. C'est des voitures qui sont ce que j'appelle des GT+. C'est des voitures qui vont pas aimer être cravacher à la limite, en tout cas sur le sec, mais qui immédiatement vous mettent dans le rythme du cool et dynamique. Tout à fait. C'est la position de conduite. Hein. C'est ça aussi. Et donc la voiture veut ça, la position de conduite veut ça, l'atmosphère de la voiture veut ça. Le premier truc qui frappe, c'est la direction, qui est très lourde. Et on sent qu'il y a du poids sur le train avant. Mais comme on a une direction qui est une démultiplication qui est un peu raccourcie par rapport aux versions moins sportives, aux versions 4.7 normales, on a quand même un avant qui est assez directionnel, qui veut tourner, et on a une super sensation de ce que fait la voiture. Ça tourne d'un bloc. Et en fait, ce qui est assez frappant, c'est que sur le V8, comme on a une meilleure répartition des masses que le V12, on a une direction qui est plus lourde mais moins assistée, donc du coup plus précise. Complètement. Le V12 est surassisté pour compenser le poids, et on a un peu moins la sensation de savoir où on met le roue avant, même sur la V12S d'ailleurs. C'est tout à fait vrai, parce que tu vois, quand j'ai conduit tout à l'heure la voiture pour la première fois, pour me mettre un peu, pour l'apprivoiser, je me suis dit tiens, c'est immédiatement, mais vraiment au bout de 50 mètres, je me suis dit c'est marrant, j'avais pas souvenir de direction aussi lourde dans la V12. Et effectivement, c'est pour compenser le poids supplémentaire. Tout à fait. Et bon là, évidemment, ce qui est fantastique en dehors de l'ambiance intérieure, de l'atmosphère, du logo Aston Martin sur le volant, c'est le son. Et le son, la modification que tu as faite, elle est incroyable, parce que c'est plus le bruit rauque, c'est le feulement. C'est ça. C'est le feulement ultra
Mais le dur, on va pouvoir... Ah, parce que ouais, ça c'est toujours... Il faut pas que... Avec les caméras, ça, c'est une des GoPro, ça. Mais... Peut-être là-bas, t'auras des rochers. Et là, le son, il est tellement enivrant. Là, dans un virage, hop. Effectivement, la voiture... Le son est incroyable sur la voiture. Et ce qui est dingue, c'est qu'on entend quand même beaucoup moins à l'intérieur qu'à l'extérieur. Oui. L'extérieur est encore plus fou. Ah ouais, l'extérieur c'est génial. Alors, on met un passage maintenant. L'extérieur c'est vraiment extra. Et en fait très rapidement, et au final c'est ce que j'aime, très rapidement on sent que la voiture, il y a un rythme à pas vraiment dépasser. Il y a un rythme à pas vraiment dépasser parce que même si la voiture va toujours garder son équilibre et son côté très, très prévisible, très amical. Tout à fait. Ah voilà, ça c'est le sud, ça arsouille en 106, en 106 S16 jaune. Voilà, ça c'est bien. Mais ouais, même si la voiture garde ce comportement très sain, très équilibré, rapidement, on va sentir qu'il y a, voilà, il y a du poids, il y a des transferts de charge. Lorsqu'on en demande un petit peu trop à la voiture, il y a du mouvement de caisse surtout. Il y a du mouvement, ouais, c'est ça, ouais, il y a du mouvement de caisse et on va sentir que ça va se décomposer un petit peu, mais vraiment pas de la mauvaise manière. Là où le châssis sport, en fait, compense totalement ça, ouais. Mais perd le confort et la polyvalence de la voiture. C'est ça. Parce que les Michelin Sport sont incroyables, mais par contre, madame, elle n'aime pas du tout. Ça, c'est certain. Et ça, c'est très important. C'est important aussi dans le choix des voitures. C'est très important, parce qu'une Aston Martin tout seul, c'est bien, mais une Aston Martin, c'est quand même aussi fait pour se balader à deux. On a quand même cette envie d'aller chercher un peu de sportivité. La boîte, justement, il faut en parler de la boîte, parce que c'est quand même c'est le loup au milieu de la bergerie un petit peu. Ouais. La boîte est franchement sympa parce qu'en fait, effectivement, si on la compare à une boîte PDK, oui, c'est moins bien lorsqu'on conduit à Mach 12, lorsqu'on conduit à fond. Mais finalement, lorsqu'on est justement dans cet objectif de cruising, avec le son, avec l'atmosphère et tout ce qui va avec finalement la marque Aston Martin, en fait cette boîte on l'apprécie parce en fait elle nous oblige à rester un petit peu concentré sur ce qui se passe quand même. Et puis il y a un côté très organique en fait. Oui. On est sur une boîte qui décompose le mouvement à ta place, bien sûr, mais qui donne justement cette ambiance un peu course. D'ailleurs au Nürburgring, les Ring Taxi à un moment étaient des V8 Vantage avec la boîte Sportshift 2, des Vantage S. Et ils n'ont jamais fait d'ailleurs de problème de boîte, ni embrayage ni boîte. Et c'est vrai qu'à rouler c'est très organique, quoi. Très décomposant. Oui, et puis il y a aussi quelque chose, c'est que comme mine de rien, toute la transmission là ça se passe en dessous de nous, ouais. Ça se passe là-dessous là, et ben, on sent énormément. Ah, et beaucoup, on sent tout. Comme on est en plus sur un transaxle avec ouais. un torque tube, donc c'est-à-dire un élément qui est rigide au milieu entre le moteur et la boîte, toutes les vibrations sonores se transmettent. Donc on entend la mécanique travailler, ouais. Et c'est vraiment impressionnant. Il y a un côté ferroviaire, c'est extraordinaire. Ouais, ferroviaire, moi j'aime bien utiliser le terme agricultural, tu vois. Oui. C'est une fois j'avais dit ça dans une vidéo et je me disais agriculture, qu'est-ce que tu racontes, tu vois. C'était Jeremy Clarkson qui avait dit ça à l'époque. Agricultural, agricole aussi, je crois que c'est mieux. Ouais. Parce que agricultural ça veut rien dire. Ouais. Parce que c'est en anglais. Ouais, c'est le côté bilingue, je suis en Aston Martin, vous avez compris. C'est le flegme anglais. Et voilà, exactement. C'est vrai que ouais, elle est sensible au placement sur les freins. Hein. Ouais, tu peux, quand tu as les 200 chauds, tu peux t'éclater. Et il y a un charme, il y a... C'est toute une atmosphère. En
fait, tu prends le plaisir à la mettre en appui et à la maintenir en appui dans son virage. Exactement. C'est un peu à l'ancienne, hein. On retrouve le côté pas du tout connecté, pas du tout assisté, des voitures modernes où vraiment tu passes, une 296 c'est extraordinaire, hein. Mais en fait tu passes, mais la voiture passe pour toi. Ah bah oui. Là c'est toi qui sais la masse, c'est toi qui la rentre en courbe et qui la maintient en courbe. C'est ça. Et ce côté un peu old school, on peut pas l'enlever, c'est extraordinaire dans la V8 Vantage, ça c'est sûr. Ça, je suis complètement d'accord et effectivement, alors là on a un peu du mal à démontrer ce qu'on dit en termes de rentrer dans un virage et voilà. Mais effectivement, quand tu vas inscrire le train avant qui est quand même très directionnel, donc ça, la voiture plonge vite et tu sens qu'elle va avoir ce léger moment d'hésitation où et bam, elle s'assied, tu vois. C'est ça. Elle s'assied et là t'es stable et là tu rentres. Et là t'as confiance dans la voiture. Et malgré des bosses qu'il peut y avoir au milieu ou quoi, la voiture reste vraiment prévisible. Et là quand on met un peu plus de rythme, la voiture elle est surtout très très saine quoi. Elle est très très saine, il y a du roulis mais il est très naturel et le moteur, parce que pour l'instant on a plus parlé de cruising que de performance, le moteur développe 436 chevaux, à peu près les mêmes valeurs de couple, si je me souviens bien, et bah, ça marche vraiment quoi, la voiture elle est stable sur les freinages. On a un autobloquant qui aide aussi à s'inscrire en courbe, pas très verrouillé en sortie, donc c'est vrai qu'avant de faire une glisse il faut vraiment s'accrocher, mais c'est vrai que du coup elle est très saine. Qu'on peut inscrire sur les freins aussi, c'est ça qui est très drôle. C'est vrai que là en appui comme ça on la sent légère même sur l'avant, on sent que ça travaille, on sent qu'on lui en demande. À mon avis tu peux même baisser un chouïa ta vitre, je pense. Ouais. Et là exactement dans ce virage là, c'est ce que j'adore, c'est que comme tu es assis sur le train arrière, tu sens le train arrière qui rebondit un peu, qui bouge un peu, mais tu sens exactement ce que la voiture fait. Elle est inscrite, elle ne bouge pas. Et alors, ça peut être un inconvénient pour certains, moi je vois ça comme un avantage. Comme le moteur, en fait la voiture elle est pas si rapide que ça. Et genre, ça marche, mais si tu veux, tu peux jouer longtemps dans les rapports. Exactement. Tu peux faire beaucoup de bruit, tu peux avoir un très bon rythme, mais au final, au compteur, on n'est pas dans des valeurs délirantes. On n'évolue pas si vite que ça. C'est ça. C'est ça qu'il y a beaucoup de voitures de nos jours, notamment celles dont on parlait tout à l'heure, qui permettent d'aller très très vite. Ouais. Mais au final, tu peux jamais tirer un rapport complètement parce que ça marche tellement fort. Au final, tu es tout de suite à des vitesses complètement réprimandables. Sans parler du danger bien évidemment. Donc là on est vraiment sur un compromis route. Ouais c'est ça. Mais du coup ça rend l'expérience encore plus satisfaisante parce que tu peux jouer avec la voiture et effectivement ces routes là, moi je les avais prises en McLaren 675 LT. On n'évolue pas aux mêmes vitesses. Ah non ça c'est sûr. Tu vois, la voiture t'attendais pas qu'elle s'inscrive en 175 LT. Tu connais bien les McLaren. C'est sûr. Bon voilà, il y avait peut-être 100 km/h de plus quoi. En partant de 1 km/h, donc on était à 101, tu vois. Voilà. C'est le... À peine réprimandable. Donc à peine réprimandable, non seulement 20 km/h au-dessus, hein, franchement. Bon, Pierrick, comme on l'a dit, aujourd'hui on a essayé la voiture dans des conditions qui sont pas forcément celles dans lesquelles on fait l'expérience d'une Aston Martin. Mais ce qui est beau avec ce modèle, c'est que ça le fait très bien. C'est tout à fait ça. Et c'est l'objectif d'ailleurs de ces modifications, c'est de compléter peut-être un range-disque qu'elle n'avait pas d'origine. Et en tout cas, c'est ce qui me correspond quand on a décidé. Hein, chacun va chercher midi à sa porte. Mais pour une voiture comme ça, qui est une grande toureur, rajouter une petite dimension émotionnelle et plus pointue, c'est quand même un plus, quoi. Et tu vois, sur ces petites routes, avec le rythme
qu'on pouvait mettre à la voiture, avec aussi l'ambiance sonore qui est décuplée grâce à la petite modification d'échappement que tu as faite, ben, en fait la boîte manuelle m'a pas tellement manqué, voire pas manqué. Au final, tu serais peut-être plus concentré sur un passage de rapport pas évident à faire en talon pointe, alors que là, bah, écoute, tu réfléchis pas, tu profites. Exactement, et avec quand même un aspect de sensation, de feeling mécanique qui est quand même bien présent. Tout à fait. Et une voiture qui... En toi, quoi. Voilà, tu fais part et corde avec la voiture. Ça, c'est très important. Ouais, exactement. C'est bien, en vrai c'est pas mal, on arrive à faire des phrases qui se terminent pile avant que les trucs arrivent, on n'est pas coupé. J'ai une question pour toi, qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui n'osent pas passer le pas de la Vantage? Fiabilité, entretien, tout ça. J'en ai eu très régulièrement des personnes qui m'ont dit, surtout que comme tu sais pas mal de voitures, mais tu es fou, une Aston Martin, quoi que ce soit. En fait, sur les 4 ou 5, on va dire, si on inclut une dernière que j'ai eue, je n'ai jamais eu une seule panne. C'est une voiture qui est extrêmement robuste, qui vieillit très très bien. Ok, il y a des petites choses à savoir. Oui. Donc ça, on peut le trouver partout. Mais on n'a pas de problème de série sur ces générations-là. Donc il ne faut pas hésiter à franchir le cap, à se renseigner un petit peu avant, faire contrôler la voiture par des spécialistes bien évidemment de préférence, mais c'est une auto qui dans l'ensemble va donner beaucoup de plaisir. Ouais. Et peut-être retrouver quelque chose qu'on a du mal à trouver dans les plus récentes, à part dans des gammes bien sûr beaucoup plus onéreuses. Et s'il faut quand même ajouter quelque chose, quand on voit franchement la dimension de rêve absolu que représente cette voiture, c'est que quand même, une voiture comme ça, alors la tienne elle a été modifiée etc, mais ça vaut 75-80 000 euros. C'est ça. Une belle. Une belle, bien propre, avec peu de kilomètres. Peu cher en assurance, peu de statistiques d'accidents, parce que personne n'a d'accident en Aston Martin. Oui, parce que tout le monde roule à 80 km/h avec, donc voilà, forcément il va rien se passer. Il y en a peu. Non mais alors ça c'est pas mal. Et pour le côté quand même sportif, parce que forcément on compare ça à une 911, il y a des stats quand même intéressantes sur la voiture. Bon, en dehors du fait que déjà vous roulez en V8 avec 430 chevaux, tout à fait. Mais tu avais une petite stat rigolote sur cette bagnole. À l'époque de sa sortie, voilà, on parle de 4,3 litres en plus, qui était la moins puissante de la gamme V8. Elle était effectivement 4 secondes plus rapide au Nürburgring Nordschleife, qui est quand même la référence à l'époque pour les temps chronométrés, qu'une 997 Carrera S phase 1, bien sûr. Mais c'est quand même exceptionnel. C'est quand même exceptionnel et tu roules en Aston Martin. Et le soir, tu vas dîner et t'impressionnes tout le monde. C'est ça. Et quand tu la vois en sortant du cinéma ou du théâtre, tu te dis quelle auto formidable. C'est ça. Bah tu vois, c'est ce que je me dis à chaque fois qu'on la gare et qu'on se recule et que je me dis à chaque fois je me dis c'est bon, j'ai assez filmé. Puis ah non, il y a cet angle-là où elle est belle. On l'a pas vu encore. Voilà, c'est ça. Ah non, c'est extraordinaire. Bon, et bah Pierrick, un immense merci pour à toi, comme toujours, pour cette découverte. Et de toute manière, on se revoit après-demain pour nous, dans très peu de temps pour eux, pour un autre essai un petit peu plus extrême. Avec plaisir. Allez, à bientôt. Je vais attendre qu'il repasse pour faire... Putain, le bus, il m'aurait shooté la caméra. J'ai cru. Paf. Comme dans Taxi. Allez hop, 5000 balles, merci. Merci d'avoir regardé, pensez à vous abonner, on espère que cet essai vous a plu. Et à la prochaine sur The Globe Driver, dimanche prochain pour être plus exact. Bon et nous, retour à Monaco, on retourne faire du bruit. Avec grand plaisir. Bah oui, parce qu'on l'a pas dit, mais moi je récupère une McLaren Artura ce soir. Mais ça, les gens ils le verront dans la vidéo d'après encore. Qu'est-ce qui se passe? J'en ai filmé des vidéos cette semaine.